Bonjour. Alors, dans ce PowerPoint, on va voir le module ArcParse de Python. Alors, on se rappelle que faire de la programmation système de haut niveau, c'est d'abord et avant tout collaborer avec le système d'exploitation et utiliser ses fonctionnalités. C'est par exemple retourner un exit code approprié, utiliser probablement les entrées et sorties standards, stdin, stdout, stdr, recevoir des arguments sur la ligne de commande et les traiter adéquatement, accéder aux variables d'environnement, lire et écrire dans des fichiers, appeler d'autres programmes, loger des appels système, gérer les threads et les processus. Alors là, dans ce document-là, on va s'intéresser plus particulièrement à l'aspect traiter adéquatement les arguments qu'on reçoit sur la ligne de commande. Donc, on sait déjà comment recevoir ces arguments-là, mais on ne sait pas vraiment comment les traiter adéquatement. Donc, si on s'intéresse aux différents programmes lignes de commande qu'on connaît déjà, okay, on va constater que la plupart d'entre eux possèdent une foule d'options pour moduler le comportement de ces programmes-là. Okay. Souvent, on va avoir des options longues et des options courtes. Par exemple, ici, si on fait batcat help, on va voir que bon, la commande batcat va nous afficher des usages ou un usage avec différentes options courtes et longues qui permettent de faire différentes choses. Okay. Et c'est universel pour la plupart des commandes. Donc, on peut facilement imaginer que coder le nécessaire pour analyser toutes les différentes options et arguments de la ligne de commande, ça constitue en fait un travail qui est un peu fastidieux pour les différents programmes. Évidemment, conséquemment, les programmeurs ont développé des utilitaires pour permettre de faciliter ce travail-là. L'un des plus vénérables parmi ces utilitaires-là s'appelle GetUp. Donc ici, vous avez un lien, si vous voulez, vous pouvez cliquer là-dessus, vous allez voir ça. Bon, si vous voulez utiliser GetUp pour faire ce que vous voulez dans différents langages, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est un utilitaire vénérable qui est disponible pour le langage C et Bash, entre autres. Okay. Mais en Python, il y en existe un que je considère quand même supérieur à GetUp et qui s'appelle ArcParse et qui va faire l'objet du présent document. Donc, vous avez différentes sections. Donc, on va s'intéresser à un programme, en fait, qui permet simplement de dessiner différents rectangles. C'est comme un programme, une ligne de commande qui permet de dessiner des rectangles. Donc, on le prend comme prétexte à un programme qui permet de, justement, traiter les arguments de la ligne de commande. Donc, on se définit un script qui dessine un rectangle. Donc, ici, en fait, on a une fonction qui prend un argument hauteur et un argument largeur qui retourne une string. Alors, qu'est-ce que cette fonction-là fait? Bon, on part d'une string vide, et après ça, pour la variable, donc en fait, pour chaque ligne, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fonction de la hauteur, ben, on accumule, rect, un accumulateur, on fait largeur fois un certain motif, qui est notre brique de construction, et ce motif-là, ben, on le multiplie par la largeur, on ajoute la fin de ligne, et voilà, on va avoir nos lignes qu'on va empiler les unes par-dessus les autres, et on va retourner notre rectangle. Et après ça, ici, on va afficher notre rectangle, donc print rect. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller chercher notre hauteur et notre largeur sur les arguments qu'on a reçus dans la ligne de commande, donc 6.argv, 1, 2 points, parce qu'on se débarrasse du nom du script lui-même, qui est l'argument 0, on s'en débarrasse, on prend 1 et plus, on les stocke dans hauteur, largeur, et après ça, on invoque notre fonction ici avec la hauteur convertie en entier, la largeur convertie en entier, et on récupère le tout dans notre variable rectangle et on l'affiche. Donc, programme simple s'il en est. Alors, si on l'exécute, ce programme-là, voilà, on exécute avec une hauteur de 5, une largeur de 20, et boum, on a un beau petit rectangle magnifique qui s'affiche à l'écran. On s'entend qu'on ne gagnera pas un concours de graphisme avec ça. OK? Bon, qu'est-ce qui va se passer si on passe juste un argument, par exemple 5, qu'on ne passe pas le deuxième argument? Ben, pouf, on va avoir une exception qui va se lever.
Évidemment, c'est pas très esthétique. Ça fait pas un programme non plus qui va gagner un concours de robustesse. Okay? Donc, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est améliorer disons, l'interface entre l'utilisateur de la ligne de commande et notre programme pour faire en sorte que notre programme soit plus robuste, envoie des meilleurs messages d'erreur à l'utilisateur en fonction de ce qui passe comme argument. C'est ça qu'on veut. Okay? Donc, pour ce faire, on va utiliser un module qui s'appelle argparse. Donc, on a toujours ici notre fonction rectangle qui est définie comme avant. On ne la change pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se définir une nouvelle fonction qui s'appelle argument. Et cette fonction-là, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle va analyser les arguments qu'on reçoit sur la ligne de commande. Okay? Et elle va retourner cet ensemble d'arguments-là dans disons, un tout qu'on appelle un namespace. Okay? Donc, c'est ici. Donc, on retourne à argparse.namespace. Donc, on va voir ici comment on utilise notre namespace dans le nom. On retourne notre namespace. En fait, notre namespace qu'il va contenir, il va contenir notre hauteur puis notre largeur. Okay? Donc, ce qu'on fait dans notre fonction ici pour analyser les arguments, on commence par se créer un parseur. Donc, notre parseur, c'est notre outil qui va analyser nos arguments sur notre ligne de commande. Okay? En anglais, ça s'appelle un parseur. Donc, on pourrait appeler ça un analyseur syntaxique en français. Mais bon, analyseur syntaxique, c'est un peu long à dire, fait qu'on va juste appeler ça un parseur. Donc, on va dire argparse.argumentParser. Donc, ça, c'est notre constructeur. Donc, on crée un nouveau parseur. On le stocke dans la variable parseur. Après ça, on ajoute nos arguments. Donc, on ajoute notre premier argument hauteur. Après ça, on ajoute notre deuxième argument largeur. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on analyse les arguments. Donc, on dit parseur.parseArgs. Donc, c'est ici qu'on lui demande de parser les arguments. On n'a pas besoin de lui dire d'où proviennent les arguments parce qu'il est capable par lui-même d'aller chercher les arguments sur la ligne de commande. On pourrait lui demander de parser les arguments. Si on voulait parser certains arguments spécifiques, on pourrait lui passer en argument à cette fonction-là les arguments du programme, de tel autre programme ou je sais pas quoi, mais là, en général, on veut parser les arguments de notre ligne de commande. Donc, on n'a pas besoin de lui indiquer, il est capable par lui-même de savoir où aller chercher ça. Et on fait return parce que ça, cette fonction-là, quand on l'appelle, ça retourne automatiquement un namespace. Donc, une fois qu'on a retourné ce namespace-là, ici, on appelle notre fonction main. Notre fonction main fait args égale arguments. Donc, ici, notre argument, c'est notre fonction qui est là. Donc, on va analyser nos arguments, on va les parser. Ici, on va recevoir notre namespace dans args. Et ensuite de ça, on va appeler notre fonction rectangle ici, avec notre hauteur, donc args.hauteur et args.largeur. Donc, on a dans nos arguments, on va avoir notre hauteur et notre largeur parce qu'on les a ajoutés ici. Add argument hauteur et add argument largeur. C'est pour ça que ça fonctionne avec hauteur et largeur. Okay? Donc, après ça, et on appelle notre fonction rectangle ici, rect, et voilà, c'est la suite comme ça. Okay? Donc, voilà. Donc, on appelle ici rectangle 510, ça fonctionne toujours comme on veut que ça fonctionne. Si on appelle seulement avec 5, ben là, on va avoir un message d'erreur qui a plus d'allure. Okay? Donc, on va avoir un message d'erreur qui va nous donner un usage. Donc, l'usage, c'est voici l'usage. Donc, on nous dit qu'il faut appeler notre script comme ceci avec un argument potentiel -h. On se doute que c'est pour l'aide. Donc, entre crochets, ça veut dire facultatif. Hauteur, largeur. Puis après ça, on donne un message d'erreur. The following arguments are required. Largeur. Donc, en fait, il nous manque le paramètre ou l'argument largeur. Et on a même un exit code approprié, donc echo exit code 2. Même chose, si on appelle avec 3 arguments, 5, 10, 15, on va avoir encore une fois notre usage qui va s'afficher. Là, ça s'affiche en jaune parce que c'est moi-même qui l'a colorié en jaune.
qui l'a mis en évidence en jaune. Donc ici, on voit, encore une fois, on a l'usage et on nous dit error or unrecognized arguments. C'est marqué 15. Donc, il ne reconnaît pas l'argument 15 parce qu'en fait, il y en a juste 2 arguments qui sont attendus, puis il y en a un de trop. Okay? Donc, on a un message d'erreur qui est plus intéressant. On n'a pas une exception qui nous saute d'en face. Okay? Et même aussi, on a une aide automatique. Donc, si on utilise le "-h", on va avoir un message d'aide qui va s'afficher automatiquement. Donc ici, on va avoir l'usage qui va s'afficher. On va voir les arguments positionnels, hauteur, largeur, et on va voir l'argument optionnel qui est l'aide "-h ou "-help", qui est la convention dans les programmes Linux en général, et par extension, un peu dans Windows aussi. Donc, si on met "-help", on va avoir l'aide sur la commande. Okay? Donc, il y a moyen de bonifier l'aide. Pour bonifier l'aide, en fait, quand on crée notre parseur, on peut rajouter des choses. Par exemple, on peut rajouter une description au moment de créer le parseur. Donc, on peut rajouter une description, par exemple, ce programme permet de tracer un rectangle. Même chose qu'à chaque fois qu'on ajoute un argument, on peut rajouter une description de cet argument-là. Donc, hauteur du rectangle en nombre de lignes, largeur du rectangle en nombre de caractères. Si on s'en va maintenant à la description, quand on va faire help, on va avoir ici la description de notre programme qui s'affiche, qui est la même que celle qu'on a ici. Et pour ce qui est des différents aides sur les arguments, on va voir ici hauteur du rectangle et largeur du rectangle. Alors, on peut aussi préciser les types. Okay? Donc, par exemple, si, toujours avec notre programme, on appelle hauteur, largeur, puis on fait 10.2, ben là, on va avoir encore une exception qui va se produire. Mais, quand on spécifie nos arguments, on peut rajouter un type int. Si on fait ça, okay, et après ça, quand on fait ça, nos arguments vont automatiquement être convertis en entier. Quand on va appeler la fonction rectangle, on va pouvoir faire args.hauteur et args.largeur, et la hauteur et la largeur vont automatiquement être des entiers. Ce qui fait que si jamais aussi on appelle le programme avec un argument qui n'est pas un entier, par exemple 40.5, on va voir ici un message d'erreur qui va s'afficher. Donc, argument largeur, invalid, int value 40.5. Qu'en est-il maintenant des arguments optionnels? Donc, on va ajouter un argument optionnel à notre script. Donc, l'argument optionnel ici va faire en sorte qu'on va ajouter un motif. Donc, par défaut, notre motif, c'est un croisillon pour construire notre rectangle. Et là, on veut ajouter un motif. On veut pouvoir modifier ce motif-là. Par exemple, si on dit que le motif, c'est un plus, on va se ramasser avec un motif plus. Et si on veut que le motif, par exemple, ça soit un espace avec 2 étoiles suivi d'un espace, ben ça va être un espace avec 2 étoiles suivi d'un espace. Donc, on peut avoir une option courte, "-m", ou alors une option longue, "-motif". Alors, comment on peut faire ça? Ben, on peut faire ça en ajoutant un argument, comme on le voit ici, optionnel. Ce qui est très simple en ajoutant un argument optionnel, c'est qu'il suffit de faire précéder le nom de l'argument d'un tiret simple ou double. Si c'est un tiret simple, ça veut dire que ça devient l'option courte. Et si c'est un double tiret, ça devient l'option longue. On peut ajouter aussi une valeur par défaut pour l'argument. Donc ici, la valeur par défaut, ça va être le croisillon. L'option longue ici va devenir le nom de l'argument en question. Donc, ça va être motif. Ici, c'est hauteur, ici, c'est largeur. Ici, ça devient motif. Et on a toujours l'aide ici qui est la description de l'argument en question. Alors, comment on va utiliser ça dans le code? Ben, on va récupérer le motif ici en faisant args.motif et on va pouvoir l'utiliser dans le rectangle en passant le motif justement en argument à notre rectangle pour l'utiliser.
Quand on va afficher l'aide, on va voir que notre motif va apparaître comme un argument facultatif, donc entre crochets. Et ici, dans le message d'aide, il va apparaître "-m motif" ou "-" motif avec le paramètre ici, motif. Qu'en est-il maintenant des fanions ou des flags? Donc, un fanion ou un flag, c'est une option de la ligne de commande qui ne nécessite pas de valeur additionnelle. Donc, le fanion se suffit à lui-même et correspond à une valeur booléenne. Ou bien le fanion est présent, ou bien il est absent. C'est le cas, par exemple, du fanion "-h qu'on connaît et qui permet d'afficher de l'aide. Cette option se suffit à elle-même. On n'a pas besoin de dire quel genre d'aide on veut. Ou bien on veut de l'aide, ou bien on n'en veut pas. Okay? Donc le fanion-h est présent, true, ou alors il est absent, false, sur la ligne de commande. Okay? Donc, nous, on va ajouter un nouveau fanion qui s'appelle "-r et qui va permettre d'afficher en couleur de fond inversée. Donc, quand on n'a pas le "-r, la couleur de fond est comme ceci, et avec le "-r, la couleur de fond est inversée, comme on le voit ici. Donc, pour faire ça, on va ajouter un argument, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une action. L'action se produit à chaque fois que l'argument est présent. Donc, on voit ici, on va voir le "-r, la version courte. La version longue, ça va être "-" renversé. Donc, renversé va être le nom de notre argument aussi. Et l'action, ça va être "store true". Donc, à chaque fois que cet argument-là va être présent, la valeur true va être stockée dans la variable renversée, ou l'argument renversé. Okay. Donc, on n'a pas besoin de spécifier un type bool dans ce cas-là. Okay. Donc, on voit ici, quand on va afficher de l'aide, on va voir "-r", renversé, et renverser le motif, parce qu'on a mis ici help renverser, renverse le motif, c'est-à-dire renverse le motif. Alors, on peut imaginer maintenant un autre fanion qui s'appellerait debug, qui est utile des fois pour afficher de l'information. Donc, souvent, les programmes vont avoir une option V, -V ou -verbose pour être plus verbeux, pour afficher plus d'informations. Nous autres, on peut supposer que dans notre programme, on a une option D ou -debug pour afficher plus d'informations de débogage, comme on voit ici. Et qu'est-ce qu'on pourrait vouloir faire dans une situation comme celle-là? On pourrait vouloir afficher notre namespace. Donc, on se rappellera que le namespace, c'est l'ensemble des options qui sont retournées par notre fonction argument. Donc, si notre option debug est active, on va afficher nos arguments, comme on a ici. Okay. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on se rappelle que le namespace, en passant, il ne faut pas le confondre. Un namespace Python, dans le cas de argument, il ne faut pas le confondre avec un namespace C#, Java ou C++. Le namespace Python, ici, se rapproche plus d'un simple object en JavaScript, par exemple. Donc ici, par exemple, on voit que si on active le fanion D, on va avoir le namespace ici qui va s'afficher, et notre namespace va afficher la hauteur, la largeur, qui sont les arguments reçus sur la ligne de commande, le motif, qui est le motif par défaut dans ce cas-là, l'option renversée, qui est aussi le renversé par défaut, qui est à false, et le debug, qui est à true. Par contre, si on spécifie les options DRM, à ce moment-là, le debug va être à true, le renversé va être à true aussi, et le motif va être à égal. Et on voit que ça va même fonctionner dans PowerShell, où le motif va être à étoile, le renversé va être à true, et le debug va être à true. Ok, on voit ici, le args égale namespace. Il y a moyen de spécifier des options mutuellement exclusives. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on peut employer dans une telle circonstance. En fait, il y en a principalement deux. Okay. Donc, la première stratégie, qui est souvent celle qui est utilisée, c'est que la dernière option qui est rencontrée, c'est celle qui fait loi. Donc, par exemple, si vous prenez la commande ls, vous avez deux options de formatage.
vous avez, par exemple, il y en a plus que deux, mais il y en a deux qu'on utilise relativement régulièrement. Il y en a une qui est l'option L, longue, pour l'affichage long, et l'option "-C pour l'affichage en colonne. Donc, si vous dites à LS d'utiliser l'option L, il va afficher son contenu en format long et C en format en colonne. Mais mettons, vous spécifiez les deux, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va obéir à la dernière option que vous allez spécifier. Donc, si vous faites ls-c-l, ben, il va afficher en format long. Et si vous faites ls-l-c, il va afficher en format colonne. Par contre, si vous faites le cut, puis vous dites "-c", c'est coupé en fonction des caractères, et "-f", c'est coupé en fonction des fields, des champs. Mais si vous mettez "-c-f", ben là, vous dites couper en fonction des champs puis en fonction des fields. Mais là, cut va dire, ben là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux couper en fonction des champs ou en fonction des fields? Là, par contre, cut, il va dire, non, je peux pas faire les deux en même temps. Fait que là, il va afficher un message d'erreur dans ce cas-là, puis il fera rien. Okay? Donc, c'est deux façons différentes de fonctionner. Dans un cas, on dit, ben là, je vais obéir à ta dernière directive. Dans l'autre cas, c'est, non, là, tu donnes deux directives contraires, il faut que tu te branches. Okay? Donc ici, on va montrer les deux façons de fonctionner, comment on peut fonctionner dans les deux cas. Donc, supposons qu'on a des options pour spécifier la couleur verte, jaune et bleue. Donc, quand on spécifie vert, on affiche en vert. Quand c'est en jaune, on affiche en jaune. Quand c'est en bleu, on affiche en bleu. Donc, puis ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toujours la dernière couleur spécifiée pour étant celle qui va s'appliquer. Okay. Donc, comment on ferait pour faire ça? Ben, le plus simple, ça serait d'ajouter, donc dans notre parser, on ajoute des arguments V vert, B bleu, J jaune, et on va stocker, store const, donc on va stocker une certaine valeur qui va être spécifiée dans l'argument const, ici 32, 33, 34, qui correspondent aux couleurs ANSI, et destination, c'est dans quelle variable on va stocker cette constante-là. Donc on va le stocker dans une variable qui s'appelle couleur ANSI. Donc, on ne stockera pas ça dans vert, bleu, jaune. On va stocker ça dans une variable qui s'appelle couleur ANSI. Okay? Et ici, on a LED. Donc, en procédant de la sorte, on va tout simplement stocker la couleur, on va tout simplement stocker la couleur en question dans la variable couleur ANSI. Donc, on le voit ici, couleur ANSI. Donc, vert, debug, on voit couleur ANSI devient 32. Ici, on voit vert, jaune, debug. On voit que couleur ANSI devient 33, qui correspond au jaune. Jaune, stocké 33 dans couleur ANSI destination. OK? Maintenant, que se passe-t-il si on voulait rendre ces couleurs-là mutuellement exclusives? Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est les mettre dans un groupe. Donc, on peut ici ajouter un groupe couleur parser.add_mutually_exclusive_group. Et dans ce groupe-là de couleurs, on va ajouter les arguments ici qu'on avait définis. On va les ajouter dans ce groupe-là d'options mutuellement exclusives. Donc, add argument, les mêmes exactement que ceux-là, mais on les ajoute dans un groupe mutuellement exclusif. Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si on essaie de dessiner notre rectangle à la fois en vert et en jaune, on va se ramasser avec une erreur. Donc, not allowed with argument vert, donc argument jaune, not allowed with argument vert. Et on voit ici que notre message, notre usage met entre crochets les différentes options V ou B ou J, donc pour dire que c'est mutuellement exclusif. Alors, quelques informations supplémentaires. Donc, on peut aussi, quand on crée notre parseur, ajouter un épilogue. Donc, si on ajoute un épilogue, on va voir que l'épilogue va s'ajouter ici à la fin de notre usage. Ensuite de ça, supposons qu'on veut effectuer des validations additionnelles. Donc, par exemple, supposons qu'on veut vérifier que la hauteur et la largeur de notre rectangle sont positives. On ne veut pas une hauteur négative ou une largeur négative. Ou on pourrait faire ça. Ben, l'idéal, ça serait de faire ça dans la fonction argument. Donc, supposons qu'on a parsé nos arguments, c'est-à-dire qu'on a déjà fait tout ce qu'il faut.
là, on va parser nos arguments. Mais plutôt que de faire return parse.parseargs, on va immédiatement parser nos arguments ici, puis on va après ça vérifier qu'on a ce qu'on veut. Donc, on va dire, si la hauteur est plus petit que 1, on va faire parser.error. On va rapporter notre erreur ici. Et si la largeur est plus petite que 1, on va aussi rapporter un message d'erreur. Et une fois qu'on a fait notre vérification, là, on va faire return out. Donc, si jamais on utilise ça, puis qu'on fait rectangle moins 10, 55, on va voir qu'on va avoir un usage qui va s'afficher. Donc, même l'usage va s'afficher. Et on va avoir notre erreur qui va s'afficher, qui est exactement notre message d'erreur qu'on a spécifié ici. Okay. Alors voilà. En conclusion, on a appris les rudiments du module argparse pour parser les arguments de la ligne de commande, spécifier les arguments positionnels, généralement obligatoires, spécifier des arguments optionnels, spécifier des fanions, des flags, spécifier des options mutuellement exclusives et effectuer des validations additionnelles. Argparse, s'occupe automatiquement de traiter les arguments et les stocker dans un namespace, convertir les arguments aux besoins, afficher des messages d'erreur et un usage, et afficher de l'aide avec la commande si l'option -h ou -help est utilisée. Donc, il existe aussi une documentation en ligne, si vous voulez, vous pouvez la consulter, qui va montrer que argparse peut faire beaucoup plus que ce que vous venez de voir là. Mais je pense qu'avec ça, vous pouvez vous débrouiller pour faire pas mal de choses, déjà. Et ici, vous avez le résumé des différentes commandes que vous avez vues dans ce PowerPoint. Alors voilà, ça clôt le tout.